Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Erin Dali. Je suis très privilégiée et contente de pouvoir vous parler aujourd'hui au sujet de la reconnaissance d'un droit à un système stable découlant de la Constitution américaine. Je suis seulement désolée que je n'ai pas là en personne et que je ne vous parle pas en direct maintenant, mais c'est très tôt chez moi, c'est 3 heures du matin chez moi quand vous verrez ce vidéo. Euh, alors, je vais vous parler aujourd'hui du droit à un climat stable aux États-Unis. Je vais partager mon écran. Alors, le droit à un climat stable ou le droit plus généralement à un environnement sain est quelque peu étranger à la culture constitutionnelle américaine. Tant qu'il y a eu plusieurs efforts au niveau fédéral, notamment à la fin des années 60 et au très début des années 70 pour amender la Constitution fédérale pour reconnaître le droit du peuple. Voilà les textes qui ont été proposés. Le droit du peuple à l'air pur, à l'eau pure, à l'absence de bruit excessif et inutile, à les qualités naturelles, pittoresques, historiques et esthétiques de leur environnement ne doivent pas être restreints. Ceux-ci n'ont pas eu beaucoup de succès. Ils n'ont même pas été présentés aux chambres de députés ni au Sénat pour un vote. En effet, la Constitution américaine est notablement pauvre en droit. On n'a ni droit à un environnement sain, ni droit à l'éducation, à la santé, à la sécurité sociale ou même à la dignité humaine. Même pas, comme vous le voyez chez le système français introduit par implication dans le bloc constitutionnel. Aux États-Unis, la plupart des droits sont ou protégés exprès dans la Constitution originale de 1789 ou dans les dispositions d'après la guerre civile du 19e siècle. Parmi les droits ainsi reconnus, on trouve le droit à la liberté, c'est-à-dire nul ne peut être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans une procédure légale régulière. C'est le droit de due process, comme on l'appelle en anglais, un droit explicitement de procédure. Néanmoins, la Cour suprême, depuis des décennies, lui a interprété comme s'il avait une dimension substantielle. Les droits à la vie privée, c'est-à-dire les droits relatifs à la famille, le mariage, les droits reproductifs, l'élevage des enfants, etc., sont reconnus constitutionnellement à travers ce qu'on appelle substantive due process, c'est-à-dire le droit de procédure, mais la dimension substantielle. Et on y reviendra tout à l'heure. Alors, il n'y a pas grand-chose au niveau fédéral. Au niveau étatique, c'est un peu une autre histoire. Il y a un peu plus d'espoir là. Là, on y trouve plusieurs constitutions qui reconnaissent explicitement les droits de l'homme environnementaux. Vous y voyez le langage qui est utilisé dans les constitutions de l'Illinois, Massachusetts, Hawaii, Montana et mon État de Pennsylvanie, la Pennsylvanie. La disposition la plus ancienne, celle de New York, est aussi la plus nouvelle. New York a protégé la réserve forestière de l'État telle qu'elle était à la fin du 19e siècle dans une disposition qu'on appelle le Forever Wild Provision. Le voilà en anglais aussi. Mais il y a quelques semaines, au début de novembre, qu'on a eu une élection et le peuple de New York a voté 2-1 pour reconnaître le droit humain à un environnement sain avec ce langage court et clair. Les New York, excusez-moi, chaque personne a droit à un air et une eau propre
et à un environnement sain. Une dizaine d'autres États considèrent en ce moment des dispositions similaires. Et voilà les termes en anglais. Aucune disposition constitutionnelle, étatique ou fédérale ne traite de changement climatique expressivement. Mais même avec les dispositions généralement environnementaux, comme tout le monde le sait, l'histoire ne finit jamais simplement avec l'amendement du texte constitutionnel, ce qui nous amène aux cours, aux tribunaux. On a aux États-Unis deux grandes histoires de la protection juridique de l'environnement et contre le changement climatique de la planète. L'une est plus joyeuse que l'autre, alors on commence avec la plus belle, de mon État de Pennsylvanie. Voilà la disposition, comme vous voyez. Il y a deux parties de cette disposition. La première phrase traite d'un droit clair du peuple et la deuxième phrase traite de ce qu'on appelle le public trust, que le gouvernement tient pour le public les ressources naturelles. Et aussi, il y a à la fin un droit pour le bien de tous et pour les générations à venir. Alors, pendant 40 ans, après la reconnaissance de ce droit, il a été ignoré ou pire. Mais en 2013, dans l'affaire de Robinson Township contre la Pennsylvanie, la Cour suprême de l'État, autrement très conservative, a changé l'histoire et après 40 ans de rejet et d'inactivité, l'amendement sur les droits environnementaux a vu le jour. Dans cette affaire, la Cour a décidé de lire clairement, plain meaning, le texte et de reconnaître que les droits qui sont protégés sont directement applicables, c'est-à-dire self-executing, au même titre, on par with, les autres droits de la Déclaration des droits. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'action législative ou même administrative pour le mettre en effet. La Cour a aussi décidé, en lisant le langage constitutionnel et en refusant d'imposer des obstacles inventés ou inutiles à son application. Et comme ça, elle a invalidé une loi de l'État conçue pour faciliter la fracturation hydraulique. 4 ans plus tard, 4 ans après le cas de Robinson Township, l'affaire a été réaffirmée par une majorité de la Cour suprême de Pennsylvanie et le droit à un environnement sain est maintenant une loi bien établie dans tout l'État de Pennsylvanie et constitue le fondement de nombreuses autres poursuites en cours visant à protéger l'environnement naturel de l'État et aussi les ressources naturelles, ainsi que de protéger le peuple contre l'urgence climatique. Au niveau fédéral, c'est un peu une autre chose. Et on voit la plus d'activité dans le cas de l'affaire Juliana. Tant que ce n'est pas une très belle histoire, mais néanmoins, le droit à un environnement capable de soutenir une vie stable, un climat stable, a été reconnu d'urgence par certains juges fédéraux aux États-Unis. L'affaire Juliana est l'une des douzaines d'affaires climatiques déposées au cours des États-Unis, mais la seule qui n'a pas été rejetée tout de suite. Enfin, ça a pris quelques années pour la rejeter. Il a été initialement déposé devant le tribunal fédéral du District de Oregon en 2015 par 21 jeunes qui cherchaient à établir d'abord que la clause de liberté substantielle dont on a parlé tout à l'heure
comprend un droit à un climat susceptible de soutenir la vie humaine. Et ensuite, ils ont essayé d'établir que le gouvernement des États-Unis, depuis des décennies, avait violé ce droit en poursuivant des politiques qui ont contribué au changement climatique. Après un premier succès devant le tribunal de première instance qui a jugé en 2016, tout de suite après l'élection, que l'affaire pouvait avancer, les plaignants ont fait face à des défis monumentaux et sans précédent. Après 6 ans, ils se battent toujours simplement pour le droit à un procès. Le nœud de l'opposition à cette affaire et à des affaires similaires est à la fois substantiel et procédural. Comme on l'a dit, la Constitution des États-Unis ne contient pas de droit à un climat stable, ni le droit à un environnement sain. Il ne contient pas non plus de droit à la santé, au logement, à la nourriture, à un eau salubre en quantité suffisante, ni le droit au respect de la dignité, ni par texte, ni par implication. N'y a-t-il d'instruments complémentaires qui constituent un bloc constitutionnel à partir duquel on pourrait impliquer de tels droits? De plus, le droit à la vie est interprété aux États-Unis de manière très étroite et formelle et non substantielle, comme est le cas dans d'autres pays, comme par exemple à l'Inde, où le droit à la vie est considéré comme le droit de vivre en tant que personne dans la dignité, un droit à la vie avec dignité ou un droit à la vie digne, comme on le voit en France et comme on le voit au niveau international, mais pas aux États-Unis. Ainsi, il n'y a pas de base textuelle claire sur laquelle fonder un droit à un climat stable ou même un droit à un environnement sain. Et la liberté qu'il demande n'est pas exactement du même sort que les libertés de la vie privée qui sont déjà reconnues. Mais les plaignants n'ont même pas eu la possibilité de prouver devant un tribunal l'existence de tels droits, car ils ont été arrêtés par un mur d'obstacles procéduraux, dont le plus important est qu'ils n'ont pas la qualité pour intenter l'action, ce qu'on appelle en anglais standing. En janvier 2020, un cour d'appel au 9e circuit a jugé que les plaignants n'avaient pas un droit à un procès parce qu'ils n'avaient pas plaidé que leurs blessures pouvaient être réparées par un tribunal. Par contre, ce tribunal a accepté qu'ils avaient des blessures. Il a accepté que le gouvernement a causé ces blessures. Il a accepté qu'on est proche d'un apocalypse environnemental. Mais tout de même, ils ont dit qu'un organe judiciaire fédéral n'a pas la capacité d'ordonner au gouvernement fédéral d'élaborer un nouveau politique climatique. Ils n'avaient juste pas la capacité judiciaire. À la base de ces deux obstacles, substantiels et procédural, se trouvent deux caractéristiques de la culture constitutionnelle américaine. Le premier est une adhésion inhabituelle à une vision limitée des droits constitutionnels qui s'aligne plus étroitement sur la vision du monde des rédacteurs du XVIIIe siècle de la Constitution américaine plutôt qu'avec un peuple moderne. En même temps, on voit de plus en plus une vision des tribunaux fédéraux et particulièrement chez la Cour suprême comme des lieux de négociation des droits privés, mais pas de droits publics ou communautaires. Alors pour le moment, nous nous tournons vers les opportunités les plus ouvertes au niveau étatique. Je vous remercie beaucoup, encore une fois, pour votre attention et j'espère vous voir en personne très bientôt. Merci beaucoup.